Et oui, on se retrouve encore une fois dans ce studio et on a encore un très très bel invité aujourd'hui. On va parler de sa carrière, on va revenir un petit peu sur ses débuts, tout ça. Et à côté de lui déjà, Jean-Charles Debonneau est là. Salut Jean-Charles, comment ça va? Salut Nico, ça va bien? La forme? Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. C'est vrai, meilleurs et voeux pour surtout de bonne 2025. santé à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent et à tout FCM bien sûr. C'est le plus Tous important. ceux qui nous aiment. À côté de toi, Charles Caboret est là, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir fait l'effort Moi, de venir Charlie. parce que tu as fait des allers-retours, tu étais au stade, tu as fait des allers-retours pour nous. Merci beaucoup, en tout cas ça nous touche. C'est un grand plaisir qu'on t'accueille. Merci. Quand tu dis aller-retour, c'est 400 km. Oui, oui. Donc non, mais c'est Il bien a pour... un petit peu voyagé. C'est très gentil. On va parler un petit peu de toute ta carrière et je voulais commencer par un truc très simple. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ton enfance. C'est quoi tes souvenirs d'enfance au Burkina? Quelles images tu gardes toi de ton enfance quand tu étais vraiment petit, les premiers souvenirs que tu gardes? Bon, mon enfance c'était simple, hein, c'est au quartier, pieds nus, et dans la terre rouge, jouer au football pour s'amuser, prouver à l'autre que je suis plus fort. Et c'était tout simplement le cas. Hein. On a le football de la rue, comme on sait le faire. Et ça a été un grand plaisir parce que c'était désordonné, c'était pas calculé. Tu joues avec l'instinct. Et souvent, c'est important aussi de commencer par là. De garder un peu ça. Oui, de garder un peu ça là, un peu de folie. Mais moi, je l'ai perdu totalement. Parce que j'étais trop carré dans le jeu. Je driblais beaucoup quand j'étais petit. Je marquais beaucoup de buts. Et bizarrement, quand j'ai été professionnel, tout était carré, quadrillé. J'évitais de perdre le ballon, d'assurer les passes, de moins dribbler. Et ceux qui me connaissaient depuis mon enfance me disaient que j'ai beaucoup régressé. Je ne jouais pas comme ça avant. Ouais, tu as changé ton jeu. Mais justement, c'est quoi tes premiers souvenirs de footballeur? Tu dis pieds nus sur la terre, ça c'est vraiment le début où que tu jouais, c'est quoi? Foot de quartier, parce que ce soit le Burkina, en France ou dans plein d'autres pays, en Amérique du Sud, tout le monde a connu ça. On sort de la maison, on retrouve les potes et on va jouer au foot. C'est ça en fait, Oui, parce que c'est ça. oui, la plupart du temps, on n'avait pas de ballon. Et celui qui était le plus nul avait le ballon. Donc, si il perdait, souvent il prenait son ballon pour rentrer chez lui à la maison. Donc ça, c'est les souvenirs que j'ai. Et maintenant, si tu n'es pas fort aussi, tu ne joues pas. Donc, si tu n'es pas propriétaire de ballon, il faut être fort. Ouais, c'est ça. Donc ça mettait le challenge. Comment tu t'es dit de ce jeu où tout le monde joue au foot, ça peut devenir plus qu'un amusement? Parce que d'abord, tu as joué au Burkina. Comment tu as commencé à... Tu as été licencié dans un club, comment ça s'est passé? Bon, au début, j'ai joué au quartier avec un ami, Ali. Et il était passionné, il était tellement passionné de foot qu'il m'a transmis sa passion en fait. Parce que moi, au début, j'aimais me balader, faire des saltos et me promener dans le quartier simplement. Et lui, quand je l'ai rencontré, il aimait beaucoup Arsenal. Donc, à chaque fois, je le suivais, j'étais curieux. Monsieur Debonneau, on éteint le téléphone. C'est rare de moi. Et j'étais un peu curieux. Et donc, au fur et à mesure qu'on se voyait et on jouait ensemble, on essayait. Mais bon, à la fin, je me suis rendu compte que j'étais pas mal quand même. Parce qu'au début, je jouais qu'en une touche. Et on m'appelait Monsieur Une Touche. Donc, après... J'ai commencé à jouer. Et au début, je voulais être gardien de but en plus. Ah oui. J'ai commencé gardien de but, mais je m'ennuyais beaucoup. J'étais tout le temps derrière, je n'avais jamais le ballon. À chaque fois que je prenais le ballon, j'essayais de dribbler, on prenait, on me marquait. Donc, j'ai su que ce n'était pas pour moi. En fait, il a tout commencé à l'envers, Charles. Il a commencé comme dribbleur, comme buteur, il finit gardien de but, et après sa carrière professionnelle, c'est numéro 6. C'est tout à l'envers. Ouais, je suis mélangé, j'étais trop mélangé. Et du coup, tu as fait les premiers clubs. Alors, tu me dis si je me trompe, hein, AS Sonabel à Ouagadougou, oui. Puis l'étoile filante de Ouagadougou. Oui. Comment ça s'est passé là? Ça commence à être un peu plus sérieux. Oui. Et tu joues à quel poste à ce moment-là? Bon, au début, je jouais en 10. Mais j'ai pratiquement joué tous les postes. Ailier droit, ailier gauche. Pour moi, le plus important, c'est d'être sur le terrain. C'était joué. Voilà, de toucher le ballon, de m'amuser, de prendre du plaisir. Le seul endroit où je me sentais bien et que je réfléchissais pas beaucoup, c'est sur un terrain. J'oublie tout. Tous mes problèmes, tous mes soucis. Et ça, jusqu'à présent, je l'ai toujours. Quand tu parles de tous tes problèmes, tous tes soucis, tu as eu une enfance difficile? Oui, un peu compliqué parce que j'ai perdu mon père très très jeune. Et c'est en ce moment d'ailleurs même que j'ai su
que le football allait être mon métier. Mais bon, c'est le hasard, hein, parce que vous savez, et beaucoup veulent être footballeurs quand tu es petit, mais c'est comme de la loterie. On est tellement beaucoup, il y a tellement de joueurs, et il y a tellement de bons joueurs que souvent, tu prends le risque, et à tes risques et périls, parce que tu peux avoir une blessure, tu peux avoir beaucoup de soucis, et à la fin, tu ne deviens pas ce que tu dois être. Mais si tu mets uniquement dans la tête que tu dois être footballeur professionnel, et que tu te dévoues à ça, je pense qu'on peut y arriver. Toi, tu te l'as dit tôt, ça, justement, que tu voulais devenir footballeur professionnel? Bon, venant d'où je viens, au Burkina, il n'y avait pas trop d'espoir. Déjà assuré, jouer au Burkina déjà, c'était déjà un grand pas pour moi. Jouer dans le championnat et avoir ma petite vie et voir ce que ça va donner. Mais je ne pensais pas réellement que ça allait aller aussi loin. Est-ce que tu as un souvenir d'une rencontre particulière ou d'un entraîneur de ces années-là au Burkina? Oui, je me rappelle de Sidiki Diarra, qui était l'entraîneur des espoirs à cette époque. Bon, il entraînait les juniors aussi. Et que j'ai rencontré, qui m'a beaucoup donné de l'espoir parce que j'étais en équipe nationale cadette et les autres étaient partis à la CAN en Gambie. Et moi, je n'étais pas retenu. Et donc, et je suis passé de cadet, pas retenu, à espoir aux Jeux. Et c'est quel jeu? C'était au Niger. C'était les Jeux de la francophonie. Donc en fait, on a terminé 3e, Jeux de la francophonie. Donc, de cadet, je suis passé en espoir. Et d'espoir, je suis descendu en junior et être le capitaine des juniors. Et lui, franchement, il a été un bon coup de pouce pour moi parce que j'en avais besoin. J'avais perdu espoir. Parce que dès l'instant où je ne suis pas allé à la CAN, avant la CAN, l'équipe devait venir se préparer en France. Et je n'ai pas été retenu. Ça, c'était un coup dur pour toi. La France, je le voyais parce que je me disais, bon, c'était une opportunité de découvrir de l'expérience, au fait. Parce qu'à chaque fois que je me réveillais le matin et que j'étais à la maison, je me voyais que ce n'était pas ma place ici. Je devais être en France. Mais bon, c'est la vie, c'est des expériences et ça, c'est important. Ouais, ça forge le caractère. Mais du coup, tu te retrouves en 2007, tu débarques à Libourne. Moi, j'ai de la famille dans le coin, donc je connais un petit peu cette région. Comment ça s'est passé? Comment tu te retrouves à Libourne, qui jouait en Ligue 2 à l'époque? Bon, à Libourne, il y avait quelques joueurs de Libourne qui jouaient avec moi en équipe nationale. Yaya Kébé, Bouba et puis Joël Kwasi. Donc, pour ma première sélection en équipe nationale A, on devait jouer contre le Sénégal. Donc, on était là ensemble et comme eux jouaient déjà, bon, ils m'ont vu pas mal. Et après, ils ont appelé le club et appelé l'agent Christophe Ito en lui demandant oui, tu connais, on a un phénomène petit qui n'est pas mal ici en équipe nationale avec nous, qu'est-ce que tu penses et tout. Et lui, bon, Christophe, il marche à l'instinct. Et quel qu'en soit ce qu'on va dire, Christophe, il a été déterminant. Ça a été un vrai coup de pouce avec Didier Tolo et qui m'avait recruté à l'époque parce que quand je suis venu faire l'essai, déjà je devais faire 2 semaines d'essai. En 3 jours, c'était concluant. J'ai rien compris parce que au début, je ne pouvais même pas jouer. Il faisait trop froid. Il faisait trop froid, mais les pieds étaient gelés. Oui, en ce moment, je m'entraînais. C'était en janvier, oui, c'était en janvier. Et quand je suis arrivé, et je m'entraînais avec la CFA2. Et il me donnait. Tu jouais pas pieds nus? Non, pas pieds nus. J'ai commencé à porter les chaussures en ce moment. Donc, et quand je suis arrivé, déjà qu'il ne me donnait pas le ballon, et on s'entraînait à 19h. Qu'est-ce qu'il faisait froid. Avec le brouillard. Waouh, avec le brouillard. Mais il ne me donnait pas le ballon, j'étais content. Hein. Et déjà, il ne me faisait pas de passe, c'est pas grave. Moi, je ne voulais même pas toucher au ballon. Et quand le coach m'appelle, il me dit, oui, tu as des qualités, tu as quelques défauts, mais on peut les corriger. Mais on veut te garder. Je pense que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Parce que mon objectif réel, c'était de rester et d'apprendre et de progresser. Donc ça, tu le disais, c'était ton but d'arriver en France. Mais juste une petite question. Tu as 19 ans. Oui. C'est quoi la balance entre l'excitation de se retrouver en France, de se dire il y a peut-être une carrière professionnelle en France qui s'ouvre pour moi, et de quitter le pays? Il n'y avait pas de marche arrière possible. Non. Le mieux, c'était de réussir professionnellement parce que j'avais des grandes ambitions
dès l'instant où j'ai su que je venais faire un essai, c'était de rester et prendre étape par étape. Parce que c'est important de ne pas sauter les étapes. Donc, j'avais eu quelques options, mais l'histoire s'est passée que j'ai commencé à jouer en février et contre le Havre. Mais au début, le coach ne me faisait pas trop... C'est normal parce que, bon, quand je faisais les transversales, le ballon durait trop en haut. Et le coach m'a dit, il faut qu'on travaille sur ça. Et qu'est-ce que ça partait vite. Et vous imaginez en Ligue 2 comment ça partait vite, en Ligue 1 comment ça allait être. C'est le premier entraînement que j'ai vu, les entraînements de l'équipe première, j'ai dit... C'était quoi? C'était plutôt la vitesse ou le physique? La vitesse, le ballon, comment ça va trop vite, parce que chez nous, le ballon ne fuse pas. Donc, comme de la terre, le gazon est sec, ça ralentit, donc ça ralentit beaucoup. Ici, le ballon fuse et ça va trop vite, une touche, deux touches. Et chez nous, tu peux prendre le ballon 2 minutes, tu t'arrêtes, personne ne t'attaque. Donc, c'était vraiment un football différent. Il fallait que j'apprenne le football européen, apprendre comment me comporter, le placement. Il y avait beaucoup de... T'adapter à tout ça. Voilà, m'adapter. Et j'ai pris au moins 1 mois d'adaptation que le coach m'a fait comprendre certains trucs. Et je pense que Didier Toulé, il a été déterminant par rapport à tout ça, par rapport à mon intégration. Ancien joueur de Girondins de Bordeaux. Je voulais dire 2 petites choses. Une, la première, c'est quand on te dit tu vas aller faire un essai à Libourne. Est-ce que tu sais où est-ce que ça se trouve, Libourne? Où tu cherches sur la carte de France. avec Joël, je posais les questions. Ils m'ont demandé c'est à côté de Bordeaux. C'est tout ce que je savais. Et après, ton agent, Christophe Hutto, c'est pour ça que je le dis Christophe Hutto, parce qu'il dit Christophe, peut-être que les gens ne le connaissent pas tous. C'est pour ça que je voulais dire que c'était l'agent que Charles a toujours eu. Donc voilà, c'était simplement pour signifier le nom et l'agent que c'était. Christophe, il était bon. Hein. Avec les jeunes et la vision qu'il avait et tout, la confiance qu'il te donnait, parce qu'il a pu m'avoir le contrat Nike en étant à Libourne. C'était pas mal. En Ligue 2, quoi. Voilà, c'était fort. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai toujours été fidèle et être quelqu'un de reconnaissant parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et là, j'avais noté, donc j'imagine bien qu'en termes football, c'est génial, tu vois un début professionnel, etc. Mais est-ce que tu as une anecdote sur... la découverte sur la bouffe, tu disais le brouillard, le froid. Est-ce qu'il y a des trucs au début où tu n'as pas compris ce qui se passait? Oui, quand je suis arrivé nouvellement, je me rappelle, j'étais dans une résidence à côté du stade et le monsieur, il était très très gentil. Et il avait son garage à côté et sa famille et il avait mis des maisons et des appartements. C'est comme si c'était un petit hôtel et qu'il gérait à côté. Donc à chaque fois que j'étais dans la chambre, il m'appelait pour venir, il préparait des poulets, des fromages. Et la première fois que je mangeais du fromage, à chaque fois qu'il me disait, oui Charles, c'est bon hein, ça. Hein? Bon, comme je suis gentil, je goûtais à tout. À chaque fois, il me mettait le croix, il dit, ça c'est bon, hein. Qu'est-ce que c'était pas bon. Oh là 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 là, je disais, je n'ai pas le choix, il est gentil, il m'invite chez lui. Et je descends, et puis c'était un supporter de Libourne. Donc il avait tous les abonnements, il était abonné, tout, depuis des années, les sponsors du club. Toutes les spécialités, du jambon, il me posait des questions sur l'Afrique, comment l'Afrique est, et ta famille. Il cherchait à me connaître. Bon, comme il est gentil, il me fait venir chez lui à la maison. Tout ce qu'il me donnait, je goûtais. Tu n'as pas été malade, moi? Non, je n'ai pas été malade. Et il y avait un restaurant à côté du stade où je partais manger là-bas aussi, chez Thierry. Et quand je suis arrivé la première fois là-bas, ils m'ont dit d'enlever ma doudoune. J'ai dit non. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez que j'enlève? Il dit non, il y a le chauffage, vous allez tomber malade. J'ai dit non, il fait trop froid. Je ne veux pas enlever ma doudoune. Non. Je me rappelle parce qu'une année, j'ai joué à Libourne. Moi, ils étaient en D2, effectivement. C'est un stade champêtre. Hein. Ouais. Tu es presque dans les champs. Oui, c'est ça. Il fait un froid incroyable. L'humidité, ça tombe. Alors ça a dû te les verglas et tout, c'est incroyable. Là, alors, c'est vrai qu'en Afrique, au Burkina, en l'occurrence, les hivers sont chez Charles, les hivers, c'est pas... L'hiver, on est à 30 degrés, on est avec les doudounes. C'est pieds ou des vieilles baskets. Voilà. Et là, tu étais obligé de mettre les crampons, tu glissais, il y avait la boue sous les chaussures. C'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Très, très compliqué. Ah, j'imagine bien. Bon, tu fais 2 demi-saisons finalement, parce que tu arrives en janvier, tu finis la saison.
tu commences l'autre saison, et là tu changes de club et tu arrives dans pas le petit club local en France. Et on a un petit message d'une personne qui a participé à ce transfert entre Libourne et l'OM. Salut Charles, j'espère que tu te rappelles de ma tête quand même. Je suis le monsieur qui est venu te chercher à Libourne et qui t'a trouvé avec ton sachet plastique et tes chaussures dedans, tu te rappelles? Et je suis le monsieur qui t'a fait acheter toutes les maisons que tu as achetées au Burkina, parce que maintenant tu es riche. Tu es très riche. Et en plus tu es devenu ambassadeur. Charles, je te fais un grand coucou, je t'embrasse et puis à l'occasion, retrouve mon numéro et essaie de m'appeler. Bisous mon pote. Ouais, José vient te chercher à Libourne. Oui. Pour t'amener à l'OM. Ça, c'était en un an. Tu passes direct Ligue 2 à l'OM. Bon, nous, on est un peu chauvin. Le plus grand club en France. Comment ça s'est passé? C'est incroyable. Même pour moi, c'est allé trop vite. C'était incroyable parce que l'OM, bon, c'est à la télé. C'était inaccessible. Parce que je me rappelle quand je suis venu en France, on est venu jouer contre l'Algérie à Marseille, un match amical, et qu'on a gagné 2-1. Et à cette époque, c'est de là-bas, je devais aller à Libourne faire l'essai directement. Et quand j'étais à l'hôtel, on était à Novotel de l'aéroport. Et je me posais des questions, je dis, les Ribéry, qu'est-ce qu'ils font à l'heure là actuellement? Et c'est vrai, hein? J'avais en tête, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font comme entraînement? Qu'est-ce qu'ils font? Je rêvais comme ça, mais j'avais jamais imaginé jouer à l'OM. Jamais, jamais. T'as pas eu de chance, il venait juste de partir, Ribéry, quand t'arrives, toi, à Marseille. Non, Franck, c'est quelqu'un, c'est un très grand joueur. Et c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Très bonne personne. Voilà, et j'ai parlé des fois au téléphone avec lui, on a joué contre eux en Ligue des Champions, on a échangé le maillot. Et vraiment, c'est grand joueur, grande personne. Tu sais, tu étais au courant qu'au moment où tu viens à l'OM, il y a eu une fameuse rumeur où il y avait le FC Barcelone qui était intéressé. Oui, c'était pas une rumeur, ils m'ont appelé. Je la raconte. Le directeur, celui qui s'occupe du recrutement de Barcelone et en Europe ou en France m'appelle. Un jour, on devait aller à un match et un vendredi, parce qu'on jouait vendredi, à cette époque on jouait le vendredi. Et c'est tombé que José devait venir voir mon match le même jour. Pour voir, peut-être, je ne sais même pas s'il était venu pour moi. Peut-être qu'il était venu pour les autres Marseillais qui étaient là, comme Amine et puis les autres qui étaient, les Gary Boukali, ils étaient avec nous. Et il m'appelle, on est à l'hôtel, il m'appelle, il me dit, allô, Charles? J'ai dit oui. Il dit, j'ai pris ton numéro avec Joël et je voulais te demander, est-ce que ton âge, c'est ton vrai âge? J'ai dit oui. Il me dit, tu as un agent? J'ai dit oui. Il dit, ok, je suis le recruteur de Barcelone. On te suit, on voit tes progrès et on va voir d'ici juin. Et c'est qu'on va faire. Mais continue comme ça, on te suit. Et je donne le numéro de Christophe. Il appelle Christophe et José était à côté. Je pense que ça jouait beaucoup sur la balance. Hein. Peut-être Marseille doutait pour me prendre en juin. Et puis ils vont m'envoyer en prêt, je sais pas. Janvier, Barcelone, papa. Et après ils m'appellent, ils me disent oui, bon, Marseille ils sont intéressés. Et j'ai même pas réfléchi. Barcelone, je sais pas moi. S'ils viennent pas, je fais quoi? Je prends Marseille direct. Mais t'as un peu rêvé quand même de Barcelone, de Messi, parce qu'il y a déjà Messi. Non, jamais. Non. T'as pas eu le temps. Non, le premier, je prends. Pas commencer à chercher. Il y avait Toulouse aussi qui était là et Bordeaux un peu. Mais Toulouse, c'était vraiment concret. Libo m'a appelé et le directeur sportif m'appelle. Et je me rappelle quand le directeur sportif à l'époque de Toulouse me dit, tu vas pas jouer à Marseille. Et je lui dis oui, un joueur qui joue pas à Marseille, c'est celui qui descend à Toulouse. Mais un joueur qui joue pas à Toulouse, il va où? C'est bon ça. C'est ça. Ah, oui. Je monte haut. Quand je descends, je descends. Et mais je vise haut. Voilà, je vise haut. Au moins, je suis monté. On verra ce qui va se passer devant. En fait, tout va très vite dans sa carrière. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc incroyable. Ouais, parce que tu as 20 ans là, quand tu débarques à Marseille. Oui, c'était incroyable. Et je me rappelle quand je suis arrivé, on est venu me chercher à l'aéroport, je suis arrivé à la commanderie et je vois pratiquement tout le monde. Et docteur Bodo, que je remercie beaucoup et qui a beaucoup contribué aussi. Parce qu'on était à Libourne ensemble, c'était notre docteur à Libourne. Et quand je suis arrivé à Marseille, c'était notre docteur aussi. Donc ça a facilité beaucoup de choses. Et je me rappelle quand je suis arrivé prendre les équipements,
À Libourne, on avait nos équipements de août jusqu'en décembre. On avait le polo qui arrivait, l'autre short qui arrivait, l'autre. Et à Marseille, il y avait les 2 valises qui étaient prêtes d'avance. Je dis, mais c'est incroyable. Toute la nuit, j'ai regardé, j'ai fouillé tous les maillots, tous les sous-vêtements, et les sacs à dos. C'était la Noël pour toi. Oui, c'était Noël. Parce que là, tu arrives quand même dans une équipe où il y a du monde. Et de beau monde. Dans quel état d'esprit, toi, d'arriver avec un bel effectif quand même? Bon, quand je suis arrivé, Pape, à la signature, quand j'ai fini de signer, Pape me dit, ok, je te conseille, c'est un conseil que je te donne, regarde pas les noms. Fais ce que tu as à faire. Si tu dois piétiner Djibril Cissé, piétine-le. Sami Nastri, Mamadou Niang, mets le pied. Ne te laisse pas faire. Et c'est ça que tu pourras t'imposer ici. Ah, mais c'est tout ça, et c'est ce que tu as fait. Oui, j'ai piétiné. Maman dit, il me chambrait tout le temps. Il me disait, hey, toi, villageois, là, attention, hein, on va venir avec tes chaussures, tes vissés là pour venir blesser les gens. C'est vrai que ça, j'avais eu des bruits, moi. Je me rappelle la commanderie que souvent, le chef fait chier, il nous marche dessus. Oui, Maman dit, il me menaçait tout le temps. Hey, toi, villageois, là, attention, hein, on va venir commencer à me piétiner. Mais ça parle à Jean-Charles, parce que Jean-Charles, à l'entraînement, c'était pareil. Ah non, moi, je piétinais. Et souvent, quand je sortais, avant de rentrer sur le terrain, je marchais sur le goudron. Et maman, quand je commençais à marcher dessus, maman me regarde comme ça. Il met la tête, dit lui. Et il est grave. Ça, c'est très bon. Comment ça s'est passé ton intégration dans l'équipe, mis à part piétiner les pieds de Mamad? Très très bien. Je suis tombé sur des grands frères, des gars incroyables. Qu'est-ce qu'on rigolait. Même souvent, bon, je voulais jouer tout le temps. Je suis un compétiteur. Et je pense que le Burkina m'a servi beaucoup parce que j'ai joué en équipe nationale avant d'arriver en Europe. Donc ça fait que j'avais l'ambition de réussir, de jouer. Et quand je ne jouais pas, je n'étais pas content. Donc j'avais soif de jouer, même s'il y avait des grandes figures devant moi comme Chirou et Zenden. Il y avait Lucho Gonzalez qui était là après, il y avait Nasri qui était là, il y avait Modeste Mbami, et il y avait Loïc Sana. Bon, pour avoir de la place pour jouer parmi ceux-là, pour 2 places, c'est pas gagné d'avance. Hein. Mais justement, à l'entraînement, parce que toi tu piétinais un petit peu, mais c'était qui le plus dangereux de tout cela à l'entraînement? Bon, Loïc il n'était pas mal aussi, hein. Il y avait l'autre là aussi, et Rodriguez, Julien Rodriguez, qu'est-ce qu'il faisait mal. Ah, il faisait mal. Wow, mais bon, et il y avait tout le monde piétinait pratiquement, et Modeste aussi piétinait, il faisait mal, Modeste. Ah, ça faisait mal à l'entraînement. Oui, et puis je veux remercier le coach, Eric Guéret. Parce que c'est un coach qui ne m'a jamais envoyé en réserve. Souvent, vous savez, quand vous arrivez dans un club aussi grand et que vous venez d'une division inférieure, le coach, bon, pour que tu t'adaptes à l'environnement, aux joueurs que tu as et tout, il peut te dire, ok, de temps en temps, tu descends avec la réserve pour jouer, pour avoir du temps de jeu. Et donc ça a beaucoup joué sur moi, en fait, positivement. Parce que si je descendais en réserve, alors que j'ai joué en Ligue 2, et je descends à une catégorie inférieure de la Ligue 2, peut-être ça pouvait vraiment me freiner dans ma progression. Alors que là, il t'a fait confiance. Et directement, il m'a adopté, direct. Et il a su me parler, même quand je ne jouais pas. C'est avec le seul où tu peux quitter titulaire, être dans les tribunes, ou être dans les tribunes et être titulaire le prochain match. Ah oui, c'est ça. Non, puis en plus, il avait déjà donné un peu sa confiance à un certain Mathieu Valbuena, qui avait un peu le même parcours que toi, parce qu'il venait de Libourne aussi. Oui, parce que bon, il faut le faire quand même. Parce que même moi, en tant que coach, un jeune qui vient de Ligue 2, le fait de démarrer contre Paris Saint-Germain, son premier match titulaire. C'est ta première titularisation. Voilà, c'est pas rien quand même. Il faut oser le faire. Et j'étais très très nul en premier mi-temps. J'ai perdu tous mes ballons pratiquement. Et quand il est rentré dans les vestiaires, j'ai commencé à enlever les lacets, de faire mes protèges. J'ai dit aujourd'hui, j'ai merdé, je ne vais pas jouer. Je ne vais plus rentrer sur le terrain. Et il vient me voir et me dit, joue comme tu joues à l'entraînement. Je t'ai fait confiance. Amuse-toi. Ne te prends pas la tête, joue. C'est un grand entraîneur, Eric. Et quand il m'a dit ça, ça m'a... Et c'était Paris en ça m'a libéré. Et quand je suis sorti, deuxième mi-temps, sombrero sur Autène, aile de pigeon, qu'est-ce que j'étais bien. Et ça, c'est le déclic un peu. C'est important. Ce match. Souvent, oui, parce que les jeunes joueurs, ils ont besoin d'un peu de confiance et d'assurance.
Et ça sert à rien de beaucoup crier pour rien. J'aime pas trop les entraîneurs qui aiment trop crier, qui n'encouragent pas les joueurs. Parce que souvent, le simple fait de dire, ok, c'est bien, ça va revenir, le joueur se met dans la tête, ok, pour le coach. Tu peux jouer pour toi, mais on joue beaucoup pour le coach aussi. Mais ça, c'est un peu comme avec ses enfants. Tu peux pas voir que le négatif. Voilà. Il faut faire les deux. Voilà, c'est important. Eric Guéret avait cette faculté à donner confiance à des jeunes joueurs qui n'avaient jamais joué en pro. Le cas de Mathieu Valbuena, puisque tu en parlais et que tu connais très bien, à Anfield. Le premier match. Premier match à Anfield où il marque le but. Tout le monde reste étonné que Mathieu soit, au bout de 3 jours, titulaire dans cette équipe qu'il ne l'avait jamais été. Et ça, c'était Eric Guéret qui avait cette faculté à donner cette chance à des joueurs, à les mettre sur le devant de la scène, tout en les rassurant. C'est ce que vient de dire Charles. C'est pour ça que je voulais insister là-dessus, parce que je pense qu'Eric Guéret, ça a été un papa. Et en même temps qu'il était papa, il était entraîneur discipliné pour tous ces joueurs. Oui, il y avait de l'exigence quand même. C'est vrai, beaucoup. Oui. Et en plus, un jour, on était à Castellane, à l'hôtel à Castellane en haut, et au Castellet. Au Castellet, oui. Et on devait jouer en Europa League, où c'est la Ligue des Champions entre les deux. Et il nous réunit tous. Et il réunit Boudès Mbami, Zoubar, moi, et Wilson Ourouma, et il y avait Zenden. On était 8-9 joueurs. Et il dit, ok les gars, ceux qui sont titulaires, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils jouent, ils sont contents. Mais le problème d'une équipe, c'est les remplaçants. Parce que si tu as un bon banc de touche, discipliné et respectueux des autres qui jouent, en disant que, ok, j'aurai ma chance un jour, l'équipe peut fonctionner. Mais vous qui êtes là, et que les titulaires sont en haut, et ils vont jouer demain, ils sont contents, souvent c'est les remplaçants qui gâtent les vestiaires. Et il dit, moi j'ai pas de problème avec quelqu'un. Maintenant j'ai fait mes choix, les choix peuvent changer. Mais celui qui n'est pas content, il appelle son agent, il change de club. Ça c'est cash. Mais pour le moment, vous êtes remplaçant. Mais ça peut changer. Il dit à Zenden, tu vas remplacer Chirou. Il dit à Modeste, Sana. Et il me dit, toi, le petit Charles, bon, tu viens d'arriver, tu es petit, tu vas apprendre. Et de temps en temps, tu joueras, de temps en temps, tu seras sur le banc. Et bon, tu vas progresser. Il a dit clairement à tout le monde, bon, la place de tout un chacun, mais avec beaucoup de finesse et de... Il a été clair, au fait. Il y a un discours franc. Voilà, il faut être franc. Voilà, donc je retiens ça. C'était un message qui faisait passer directement sans avoir des arrière-pensées. Bah, on le voyait bien même... Tu as une personne en face de toi, et notamment un entraîneur, qui vient, qui prévient, en fait. Qui prévient l'effectif de ce qui peut se passer. Et ce qui va se passer. En tant que joueur, tu appréciais aussi ce côté franc, toi. Un entraîneur qui te l'a fait à l'envers, qui te dit c'est bon, tu vas jouer, et tu joues jamais. Moi, j'ai jamais supporté les personnes qui te disaient tu t'entraînes bien, mais t'inquiète pas. Et ils te faisaient jamais jouer. Dis-moi, je suis pas bon, dis-moi, tu joueras pas, mais arrête de m'inventer des choses parce que c'est encore plus énervant. Et je vais en plus me buter envers toi. Oui, c'est ça. Après, tu disais les remplaçants, il faut les tenir, il faut les garder. Il avait un dialogue totalement différent. Oui. C'est vrai. Je voulais revenir un petit peu sur cet effectif. J'en avais, quand tu arrives, Mandanda, Bey, Rodriguez, tu disais Rodriguez, Taitaeo, Sana, Mbami, Nasri, Ourouma, Valbuena, Zenden, Ayou, Cissé ou encore Nyang. Est-ce que tu as une petite anecdote de vestiaire avec ces joueurs-là, un truc un peu qui t'a marqué avec toute cette bande-là? Parce qu'il y a quand même. On en connaît certains. Hein. On voit que c'est des loustiques quand même. Oui, et je me rappelle de Wilson. Une fois, il aimait prendre les... Wilson, à chaque fois qu'on lui donne les pactages, il n'a jamais ses pactages. Et les claquettes, il prenait tout le temps des claquettes des gens pour aller se doucher. Et les gels douche. Et ils ont... Un jour, et bon, je partais souvent, je restais longtemps dans les vestiaires et tout. Et Wilson, ils ont mis le mercurochrome dans le gel douche et ils ont posé. Et c'était Ziani qui avait fait ça, Ziani Karim. Et donc, quand il est arrivé, il a pris le gel douche, il n'est pas assez douché. D'un coup, tout son corps devient tout rouge, ses doigts deviennent tout...
Il a fait la lecture. Il a crié dans la salle de bain. Il crie, il dit hey! Et il a dit un gros mot. Après, il sort, il dit, et Ziani sort, il dit voilà, je t'avais prévenu d'arrêter de prendre les gels douche. Il a plus pris les gels douche. Il n'a plus pris de gels douche. C'était très bien. Et dans cette troupe-là, c'était qui le plus gros chambreur? Ziani. Ah ouais, Ziani. Ah, Ziani, c'est incroyable. Incroyable. Il avait tout, il y avait tout en Algérie et tout. Ziani, c'est pas possible. Il est né avec ça, il est né. Et qu'est-ce qu'il chambrait Zouba? Zouba, tout le temps, il le fatiguait. Ça, c'est très bon, j'imagine très bien. Habib, il était pas mal aussi. Hein. Habib, jusqu'à quand je suis arrivé, Habib n'était pas là. Ah, voilà, parce qu'Habib, il était pas mal aussi, attention. Quand je suis arrivé, Habib était parti déjà. Ah oui, vous êtes raté. Oui, on s'est raté. Il a loupé le plus gros chambreur qui existait à l'Ouest. Et Ribéry aussi, il venait de partir aussi. Et Samir aussi chambrait, mais bon, Samir était un peu discret. Oui, un peu plus jeune aussi. Voilà, il était un peu discret. Qu'est-ce qu'il était fort. Et le plus fou dans cet effectif, est-ce qu'il y avait un qui était un peu plus fou? Oui, le plus fou, c'était Taïwo. Taïwo, c'était un fou. Il pouvait rigoler tout de suite comme il pouvait s'énerver. Il suffisait de dire un mot seulement qui ne lui plaît pas, il va commencer à insulter et tout. Ah, Taïwo, il est génial. Taïwo, c'est un phénomène. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 saisons avec Guéretz? Comme tu le disais, on en parlait tout à l'heure, parce que Guéretz, c'est au-delà de la réputation, c'était un coach qui était proche de ses joueurs. Est-ce que tu te souviens d'un conseil ou d'un moment important, mis à part ce que tu nous as raconté là au Castellet, où toi, il t'a donné un conseil important qui t'a marqué, dont tu te souviens encore aujourd'hui? Bon, j'ai eu la chance d'être avec le coach pratiquement tout le temps. Et quand on faisait les tours de terrain, on courait il courait beaucoup à côté de moi. Et donc, on discutait, on échangeait sur tout et rien. Et un jour, il m'a dit que la fin de carrière est toujours compliquée. Et que lui, sa fin de carrière était catastrophique. Il n'a pas beaucoup aimé. Et comment le coach l'a traité à la fin, c'était trop bizarre. Il n'a pas du tout aimé la fin de carrière. Et quand on te dit ça, tu as 19 ans, 20 ans, tu te dis, bon, moi, peut-être ça ne va pas m'arriver ça, mais toutes les fins de carrière finissent toujours pas bien. C'est dur. C'est compliqué. Très, très compliqué. Il t'en parlait déjà. Et je voulais aussi te parler un petit peu de 2008, où tu découvres aussi la Ligue des Champions. Ça t'a fait quoi, le fameux hymne de la Ligue des Champions, de jouer cette compétition? Parce qu'en termes de football, c'est une des compétitions les plus prestigieuses. Bon, c'est à la télé, nous on regardait. Bon, vous savez, souvent, bon, le rêve, moi mon rêve n'était pas assez long, hein, d'aller atteindre jusqu'au niveau de la Ligue des Champions, je ne voyais pas aussi loin. Déjà assurer mes arrières au Burkina, jouer dans le championnat et prendre du plaisir déjà, c'était pas mal. Mais arriver à jouer la Ligue des Champions, c'était un rêve éveillé. Comme les autres qui le disent, l'hymne national, quand l'hymne de la Ligue des Champions le chante, tu rêves, mais il y a des frissons, c'est incroyable. On ne peut pas le décrire, il faut le vivre. Et tu t'en souviens de ça, de cette première-là? Oui, je me souviens de la première et de la dernière. Je me souviens de tous mes matchs de Ligue des Champions. Et le match où j'ai plus souffert, c'est à Chelsea. Oh, qu'est-ce que c'était dur. Il y avait déjà le grand club. Hein. Il y avait Ashley Cole sur mon côté, parce que je jouais latéral. Et Loïc Rémy était devant moi. Ashley Cole, il y avait l'autre là, Anelka, Malouda. J'avais tous ces gars-là de mon côté. Ah oui. Et qu'est-ce que c'était dur. Et à la mi-temps, je me rappelle, j'ai enlevé le maillot. Au lieu de m'asseoir sur le banc, je me suis mis à terre. Pour récupérer. Il faut que je récupère toute l'énergie parce que qu'est-ce que c'était dur. Eh oui, le grand Chelsea de l'époque. Donc 2 ans avec Guéretz, on en parlait tout à l'heure. Juste, tu parles de Guéretz, il parlait qu'il courait à côté de lui. Il avait souvent un animal à côté de lui, Guéretz. C'est comme son gros chien là. Et je pense que tu avais très peur. Il était énorme. Qu'est-ce qu'il était? Il était trop grand. C'était un poney. Wow. Incroyable. Le coach, qu'est-ce que c'était un bon gars. Un jour, je me rappelle, et je me suis discuté avec Modeste. Et je venais d'arriver, hein, même pas 2-3 entraînements. Et Modeste, il y a eu un mauvais geste où je me suis pris la tête avec Modeste et il nous a dit de rentrer dans le vestiaire. Et quand on est rentré, après il me croise dans le couloir. Et j'avais dit à Modeste de fermer sa gueule. Et pour un jeune, et Modeste qui a l'expérience de Paris, et le gars a au moins 100 matchs de Ligue 1. Et quand j'ai dit à Modeste de fermer sa gueule, le coach me croise, il me dit, ferme ta gueule, ferme ta gueule.
Et il m'attrape et dit, oui, c'est ça, je suis fier de toi. Tu as du caractère, j'aime ça. Et ça, c'était Guéret. Bon, on en parlait, je disais tout à l'heure, un peu en off, le départ de Pape Diouf, un petit peu la révolution de Palais, le départ de Guéret aussi, qui c'est un peu lié tout ça. Ouais. Et l'arrivée de Didier Deschamps. Voilà, tu passes de Guéret à Didier Deschamps, déjà, changement d'ambiance, j'imagine. Bon, le coach est vraiment différent. Le coach, oui. Il est pragmatique, c'est quelqu'un qui, quand il parle, il faut décortiquer ses paroles. Il te donne des conseils, mais c'est à toi d'aller chercher dans ces conseils ce qu'il te faut, ce qu'il ne te faut pas. C'est moins direct. C'est moins direct, mais il est attentif, il observe tout. Il a ce truc-là. Il faut qu'être avec lui pour savoir. Et un jour, je me rappelle, on est allé à Lorient. Et je ne démarrais pas le match. J'étais sur le banc. Et à la mi-temps, je rentre. Il y avait les petits carnets des informations de l'équipe. Bon, je ne fais pas exprès. Hein, je prends le carnet, je commence à lire. Et le coach était en train de parler. Il a remarqué. Mais si c'était un coach, il allait te dire, oui, qu'est-ce que tu fous là? Et je parle, tu manques de respect. Il n'a rien dit. Il m'a laissé. Après, on est rentré. Je suis rentré vers la 70e, 80e minute. On a gagné 1-0 ou 2-0, je ne me rappelle pas. Et quand on est revenu à la commanderie, on devait aller, on a joué le prochain match et après on devait aller à Saint-Étienne. Et il m'appelle au milieu du terrain. Il me dit, Charles, viens. Il dit, ça va? Je dis, ça va. Il dit, tu te rappelles à Lorient? Je parlais, tu avais le carnet dans la main. Et tu disais, donc, ce que j'ai dit, ça ne t'intéresse pas? Il n'oublie pas. Tu dois être concentré. Même si quand tu ne vas pas démarrer. À la mi-temps, quand tu rentres, écoute ce que j'ai dit, parce que ça peut te servir quand tu rentres. Au cours de match. J'ai dit, oui, c'est vrai, coach. Désolé, je n'ai même pas fait exprès. Je n'ai même pas capté au fait. Et il me dit, ok, prépare-toi, tu vas démarrer à Saint-Étienne. Mais... Et ça m'a marqué. Parce que si c'était un autre coach, le prochain match, tu n'es même pas dans la liste. Il t'enlève directement. Il te sanctionne. Déjà, il était dur sur ce domaine-là. En fait, dur dans le sens où, quand tu es joueur, que tu es dans un effectif, en fait, tu avais l'impression qu'il avait 10 yeux. Il regardait tout, il supposait beaucoup de choses. Il avait ses adjoints qui surveillaient derrière. Et moi, je me rappelle parce que à cette époque-là, j'étais à OMTV. Et souvent, il était invité sur le plateau de OMTV pour faire des débriefs, tout ça. Et il savait tout ce qui se passait, en fait, dans le club. Il avait un regard sur tout. Il ne s'est rien passé au hasard. Il ne s'est rien passé au hasard. Et on avait vu qu'avec les joueurs, c'était le même cas. Quand ils partaient en déplacement, avant de prendre l'avion, dans le hall de garde de Marignane, tout ça, il observait tout le monde. C'était un observateur. Et puis, il y avait avec lui Guy Stéphane, il y avait tous ses adjoints qui étaient là. Et tu te disais, mais ce gars-là, il ne peut pas passer au travers de quelque chose. Parce qu'il emmagasine tout, il voit tout, il entend tout, et on vient tout lui répéter. C'est vrai. Et nous, même nous, à OMTV, on faisait très attention à tout ça. Oui, parce qu'il allait vous coincer sinon. Parce que sinon, il nous coïncide sur certaines choses, et même quand on faisait des interviews avec lui, hop, mais tu te rappelles de cette chose que tu avais dit, ou cette remarque que tu avais pu faire, il te rappelait toujours ce qu'il y avait eu auparavant. Gentiment, mais il te le rappelait. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a du Lucho, du Heinze, il y a un Mbia, etc. On fait une belle équipe, et cette saison-là, c'est la saison du titre, champion de France. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de cette saison? Qu'est-ce qui t'a marqué? Avant ça, on a eu un mauvais résultat à Montpellier. Et ça a été le tournoi, parce qu'à Montpellier, on est parti, on a perdu 3-0, 3-1. Et on est arrivé dans le vestiaire. Le coach, ce qu'il comprenait aussi, c'est de nous laisser entre nous, homme à homme. Et c'était de se dire certaines vérités. Et les vestiaires ont failli exploser le jour. On est venu le lendemain directement, il nous a laissé, il dit, ok les gars, discutez entre vous. Qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Et c'est parti de là. Mais il y avait des hommes. C'est important dans les vestiaires d'avoir des hommes. Des leaders. Des leaders, des hommes qui te disent certaines vérités en face. Parce que dans le sport en général, le foot, souvent il faut se dire les vérités.
quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Ça peut arriver, mais ça peut changer. Il peut y avoir un déclic. Un groupe, vous vivez ensemble. Vos qualités, c'est tout le monde. Vos défauts, c'est tout le monde. Parce que si un faillit, tout le monde tombe. Et ces leaders, c'était qui? C'était Heinze, Diawara? C'était Heinze, Diawara, Mamad, Mandanda et Amalfitano. Parce que Amalfitano, il ne parlait pas beaucoup, mais il était important. Chirou? Oui, Chirou qui était là. Ben, il ne parlait pas aussi, mais c'était un vrai leader dans le jeu, dans le comportement, l'exemplarité. On avait des vrais bonhommes. Une équipe, en fait, solidaire. Ouais. Et c'est vrai que ce que dit Charles, ça se voit de moins en moins parce que les joueurs, il y a plus une image aujourd'hui d'eux qui veulent donner que plutôt d'avoir un échange en direct, en tête à tête ou en direct ou même en communauté dans un vestiaire, se dire les vérités en face. Je pense que pour faire avancer les choses et toutes les grandes choses qui peuvent se passer dans un club, dans les grands clubs, c'est avant toute chose c'est d'avoir un groupe qui est solidaire, qui est responsable de beaucoup de choses. Et quand tu dis responsable de beaucoup de choses, c'est peut-être aussi être responsable de ton partenaire. Quand il fait un mauvais match, tu peux être responsable de certaines choses qui font mal. Parce que tu es mal positionné, ou tu ne donnes pas la porte de sortie, ou comment il aurait pu s'adapter à tes côtés. Et ça, c'est une force de groupe. Et Didier, il a toujours travaillé là-dessus. Et je pense que Guéret aussi, parce qu'on parle de cette année où le club est champion de France en 2010. Depuis le temps, on n'a plus été. Non. Mais c'est tout le fruit et le travail de Guéret. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et Guéret, il y avait... À chaque fois qu'on perdait un match, on regardait entièrement le match le lendemain. Même si tu as joué 1 minute, tu t'assois. Mais ceux qui ne sont pas rentrés du tout peuvent rentrer chez eux. Tous ceux qui ont joué, ne serait-ce que le match entier. Vous allez regarder le match entier. Avec des commentaires ou pas? Avec les commentaires. Il va bloquer. Ah oui. À chaque fois, il bloque. Et il te demande qu'est-ce que tu veux faire là. Pourquoi tu fais ça? Les responsables de la rencontre. Et ça, vous faites tout pendant le match pour ne pas revivre ça le lendemain. C'est ça, parce que tu analyses ce que tu as fait, ça je le fais plus jamais ça. Non, mais ça te permet d'être conscient de dire que ce match-là, je ne dois pas le perdre parce que demain matin encore, on est assis pendant au moins oui, c'est ça. Je ne veux pas revoir le match. J'ai joué 2 minutes. Voilà, je suis là pour attendre mon temps. Est-ce que tu te rappelles d'un coup de gueule de Didier Deschamps mémorable ou il n'en a pas fait tant que ça? Bon, à chaque fois qu'on perdait, ou bien on faisait un mauvais match ou qu'on perdait tout court, il disait, ok, les gars, on est à chaud, on va laisser quand la tête va être plus tranquille, on fera le débrief du match parce que, bon, quel qu'en soit ce qu'on va dire aujourd'hui, personne ne va avoir la solution. Ouais, donc il attendait. Voilà, toujours. Voilà, il ne parlait jamais après les matchs. Jamais. Du résultat. Non. Tu nous as raconté tout à l'heure, tu es un petit peu chauffé avec Modeste Mbami. Il y a eu une petite embrouille avec Gignac, c'était quoi ça à l'époque? Dédé? Ouais. Ah bon? Non? Je me rappelle pas. Non, tu te rappelles pas? Non. Je me rappelle pas. Si je me rappelais, j'allais le dire. Dédé, bon, il faut me rafraîchir la mémoire un peu. Tu te rappelles, toi? Non, je ne me rappelle plus parce que Charlie était dans tous les bons coups. Ah ouais, non, c'était dramatique. Bon, après, Dédé, il se chauffait avec beaucoup. Dédé, il se chauffait avec beaucoup de monde. Dédé, avec Mendy, avec. Voilà. Non, mais c'était Jean-Georges tout le temps qui fatiguait beaucoup. Jean-Georges, qu'est-ce qui le fatiguait? Dédé. Ah, Dédé, c'était un gros chambreur. Bah, il y avait une bouche là aussi. Hein. Et il y avait Athème aussi, il ne faut pas oublier Athème. Ah oui. Athème, un phénomène. Spécial, hein. Mais Athème, il devait vous faire mal à l'entraînement aussi, non? Qu'est-ce qu'il était fort. Bon, ça, je ne le dis pas parce que tout le monde le dit. Tu l'as vécu? Je l'ai vécu et il avait qualité de malade. Souvent, Athème peut venir à l'entraînement et dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie, je ne suis pas bien et tout. Mais ce jour, il va tout casser. Il va tout casser. Mais je me rappelle, le coach, il faisait 1 contre 1 pendant 1 minute. Et les milieux jouent contre les milieux, les attaquants jouent contre les défenseurs. Et Athème, il prenait le ballon et mettait le pied. Et il faisait des couvertures pendant tout le long. On dit Athème, non, il faut dribbler. Parce que c'est les 1 contre 1. Il faut marquer, dribbler, le gardien te remet le ballon encore de nouveau pendant 1 minute. Qu'est-ce que c'était dur. Ah oui. J'ai jamais vu un joueur aussi fort. Ouais. Il n'a pas eu la carrière à la hauteur de son talent. Non, Athème... C'était naturel. Non,
Athème marche sur la confiance. Non, ça c'est vrai. Sur la parole. Si tu lui donnes ta parole, c'est avec ça il marche. Si tu es avec lui et tu lui donnes ta parole et après tu essaies de dévier un peu, Athème il dévie totalement avec toi. Tu le perds? Non, totalement. C'est quelqu'un qui marche avec la parole et c'est quelqu'un de franc. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Amalfitano et lui. C'est vrai. Morgan, il ne parlait pas beaucoup, mais quand il disait quelque chose, c'était ça. Il n'y avait même pas de demi-mesure. Il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche. C'est comme ça. Voilà, et souvent il dit on est hypocrite. On ne se dit pas certaines vérités. Et Morgan le disait devant face de tout le monde. Et il l'assumait. Et Athème, tu lui dis I, après tu viens dire O, il va te dire non, tu avais dit I. Pourquoi tu veux dévier? Et là, tu le perds. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment vous avez fêté ce titre quand même, champion de France. Ça a dû être une sacrée fête. On avait commencé déjà par la Coupe de la Ligue. Eh oui. Mais bon, vous ne pouvez pas aller à fond quand même. Non, la Coupe de la Ligue, on est parti à fond. Ah ouais, à fond. Oui, parce que quand on est champion, on était à 12 points, à 10 points de Bordeaux. Oui, c'est vrai. On était trop loin. Mais la Coupe de la Ligue, c'était incroyable. C'était une aventure qui était... C'est parti trop vite. On a commencé à gagner, Brandon et Mac de la tête. Et ça n'avait pas trop bien commencé. C'était tellement dur, c'était difficile les matchs et tout. Et à la fin, on remporte la coupe. Et quand on venait au Vieux-Port, on ne pensait même pas qu'il y avait 10 personnes. Parce qu'on allait faire un tour et puis aller à la mairie vite fait et tout. Mais quand on a vu le monde qu'il y avait, c'était incroyable. Et ça a commencé par la Coupe de la Ligue. C'est vrai. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Voilà. Et après, maintenant, on a compris. On a dit... On peut y arriver. On a cru jusqu'au bout. Et Bordeaux, en décembre, ils font un match nul, ils perdent à Monaco. Et tout est parti de là. Et Bordeaux a commencé à descendre. Et nous, on a commencé à monter. Mais bien avant ça, on a perdu le titre contre Bordeaux. Et quand Rennes, Gourcuff, il a commencé à marquer des buts, c'était incroyable. Marcher sur l'eau. Oh là là. Mais cette année, avant même, on devait être champion avec Guéret. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir à l'OM? Mon meilleur souvenir, c'est quand on a remporté la Coupe de la Ligue. Parce que j'ai démarré le match, j'ai joué le... C'était top. Et mon pire souvenir, c'est... avant mon départ, quand il y a eu... Bon... comment il s'appelle le Togolais là? Et Romao qui signe avant mon départ. Parce qu'au moins que je parte avec le temps que j'ai passé dans le club et tout, si je dois être transféré, au moins que ce transfert se passe et l'autre se passe derrière. Donc c'est comme si on me poussait à sortir au fait obligatoirement. Tu es déjà remplacé. Donc tu es remplacé déjà, donc tu es sur le point de partir. Donc j'ai choisi où je devais aller, pas où on voulait m'amener. Et donc là, tu es parti en Russie. Mais avant ça, juste pour toi, de tous les joueurs qu'on a cités là, parce que tu en as côtoyé beaucoup à l'OM, c'est lequel pour toi était le plus fort de tout cela? Bon, c'est difficile à choisir. Il y en a eu. À tous les niveaux. Je vais citer Nasri qui m'a impressionné les premiers moments. Mamad aussi qui était phénoménal. Et il y avait Kido Taïou à son poste, il était bon. Chérou, j'aimais beaucoup Chérou. Et il y avait Mandanda comme gardien de but qui était exceptionnel, qui était incroyable. Il y avait Athème qui était très bon. Lucho qui avait la classe. Et Lucho, le premier entraînement, je me rappelle, c'est quand il est arrivé, les passes, ça ne se ressemblait même pas. C'est comme si nous, on ne faisait même pas, c'est trop de finesse. C'était facile pour lui. Trop gentil, trop bon gars. Et il avait tout. Il venait le premier, il partait le dernier. Il faisait tout ce qu'un joueur professionnel devait faire. Nous, on arrive les derniers, on parle les premiers. C'était concentré. C'est un autre niveau. Un autre niveau. Il y en a eu tellement. Il y en a d'autres qui ont fait 6 mois. Il y a d'autres qui ont fait 1 an. Et il y a eu tellement de joueurs qui sont passés devant moi. Tu as oublié Valbuena quand même. Mathieu était bon, mais bon, Mathieu c'est une évidence. Mathieu, je ne parle même pas de Mathieu parce qu'on était ensemble, donc c'est la famille. Oui, c'est pour ça que je donc ça fait que Mathieu, Mathieu, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Souvent même, moi je doutais de Mathieu souvent, je dis mais il ne peut pas faire ça. Mais il va le faire.
Et lui-même, il se vantait, il dit, je suis fort, je suis bon, je suis trop fort, tu as vu? Mais vous avez quand même fait Libourne, vous êtes parti en Russie, c'est quoi, vous étiez arrangé sur Non, Mathieu est venu avant moi, à Marseille, 6 mois avant, et moi, je suis parti en Russie avant lui, après il est venu à Dynamo, et Mathieu, ça a été toujours un aventurier. Mathieu, c'est ça, il a le sens du jeu. Il ne veut plus s'arrêter. Hein. Le ballon. Bon, s'il peut jouer jusqu'à 50 ans, c'est le plus important. Moi, j'ai plus la force là. Et j'admire les sportifs, j'admire les footballeurs, toutes les disciplines sportives parce que le quotidien est très très compliqué, très très dur. Le souffle. Maintenant, quand je joue au five, je souffre. J'ai dit, comment j'ai fait? On vieillit tous, Charles. Qu'est-ce que c'était dur? Qu'est-ce que c'est dur? Ah oui. L'arrêt de carrière, c'est très très dur. Alors, il faut respecter les sportifs. On a un petit message, justement. Gars, Charlie Kaboré, le président du Burkina Faso, il est là. Bon, mon frérot, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Plein de bonnes choses pour toi, pour ta famille, tes enfants. Et j'espère te voir bientôt. Donc voilà mon frérot. Écoute, je t'envoie plein de bisous, d'amour. Et je te dis à bientôt mon gars. Ciao, ciao. C'était un proche. Le Valbu, oui, c'est un flambeur. Avec sa lambeau qu'on entendait. Moi, je me souviens à Venelle avec. Et la traverse, quand Mathieu arrivait, on disait, oh, Mathieu arrive. Elles sont 4x4. Bon, même la Lamborghini. Traverse, on entendait à la commanderie déjà que Mathieu arrive. Et en plein décembre, Mathieu pouvait venir avec les lunettes de soleil. Il se faisait chambrer quand même. Oui, beaucoup. Et Mathieu, souvent. Mais il aimait ça, Non, mais Mathieu, c'est un bon. C'est un bon. Il aime ça. Mathieu est vivant. Souvent, je me rappelle à l'entraînement, qu'est-ce qu'on lui mettait les coups. Et Sana, il lui met le coup, Rodriguez le tape, il met le coup ici, lâche le ballon, tu ne lâches pas. Qu'est-ce que Mathieu aimait garder le ballon? Qu'est-ce qu'il aimait le ballon? Ah, il est croqueur comme ça. Ouais, non, mais il est costaud. Oui. Il est costaud. Donc, tu nous as raconté le départ, c'est comme la fin, c'est difficile de partir, on t'a plus ou moins poussé dehors, tu te retrouves à Krasnodar, et tu as fait quand même pas mal de belles saisons en Russie. Comment ça s'est passé ton aventure russe? Bon, au début, quand je suis arrivé, j'ai signé à Kuban, c'était l'inconnu total. Mais il y avait quelques joueurs quand même qui étaient Hulk, qui étaient là-bas, Vixel, on voyait que c'était comme l'Arabie Saoudite, le nouveau Arabie Saoudite, mais à l'européenne un peu, qui joue la Ligue des Champions, qui joue l'Europa League, c'est pas bien loin. Maintenant, bon, le côté financier aussi y est, parce que c'était ce que tu gagnes en brut en France, c'est ce que tu gagnes en net là-bas pratiquement. Pourquoi pas plus avec les primes qui étaient un peu conséquentes. Maintenant, quand je suis arrivé à Antalya en stage, parce que pendant le mois de décembre, le championnat s'arrête jusqu'en mars. C'est trop froid. Et donc, quand je suis arrivé à Antalya, bon, je vois que c'était pas trop coordonné. J'arrive, c'est un nouveau monde. Et les entraînements, j'ai 6 ans à Marseille, c'était le même. C'était carré. Et quand je suis arrivé là-bas, l'autre est en sous-vêtement jaune, l'autre est en sous-vêtement gris, l'autre, j'ai dit, fou, là, c'est pas bon. J'étais là, parce que c'est désordonné. Sortir de décharge. Voilà, sortir de polo obligatoire, à l'autre, sous-vêtement bleu, sous-vêtement blanc aujourd'hui, et que tu es amendé si tu portes même le polo et le t-shirt au lieu du polo. Et donc là, je vois les gars sont avec les capuches sans capuche jaune et gris. J'ai dit là, je suis bien tombé. J'ai dit la saison sera longue. J'ai dit là, j'en ai foutu. Et là, on a commencé les entraînements. Bon, c'était nouveau. Ils commençaient à me mettre des coups et je répondais pas. Et une fois, il y a un joueur qui s'appelle Ibrahima Baldé, il vient me voir et me dit, Charles, tu es un Africain. Je dis oui. Mais s'ils commencent à te taper comme ça que tu laisses, ils vont penser qu'ils sont trop forts. Donc, joue à l'africaine.
J'ai dit, ah bon? Je dis oui. C'était le matin. Et comme moi, j'ai quitté Marseille avec la classe. Eh oui. Je voulais être classe. Seigneur. Voilà, seigneur, mais bon, je ne peux pas être classe quand tu es nouveau. Il faut montrer ton caractère. Oh, le soir à l'entraînement, je mets les mix, les vissés. Je sors. Premier attaqué, capitaine, direct. Et le capitaine, c'était un 6. Je piétine, je monte sur ses doigts et j'arrache tout. Et après l'entraînement, ils ont commencé à me regarder différemment. Te respecter. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi on a besoin de mettre de coups pour qu'on se respecte. C'est dommage. C'est dommage, mais depuis là, ils ont commencé à me respecter. Souvent, il faut s'imposer. Dans la vie tout court, même, il faut s'imposer partout où on est. Et même la vie naturelle, sans le sport et tout, il faut montrer qu'on est là. C'est important. Prendre des responsabilités. Voilà, toujours. Et donc, depuis, c'est parti. Et après, j'ai signé à Krasnodar. Le FC Krasnodar, qui était vraiment... C'est magnifique. Ah oui. Le centre d'entraînement. Centre d'entraînement de haut niveau. Ah ouais. Terrain de haut niveau. Et stade de haut niveau. C'est incroyable. Tu peux même pas t'imaginer qu'il y a ça en Russie. On s'en rend pas compte quand même. Ben, c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est pas ce qu'on connaît le plus. Oui, sans performance et les récupérations, tout ce qu'un club européen de grand nom, je ne veux même pas parler de l'OM parce que bon, on avait le standard, parce que bon, l'OM c'est une histoire, c'est un grand club. Mais sans entraînement, mais c'est pas ça. les finitions, bon, mais c'est normal. C'est normal, le nom déjà fait le club. Alors que eux, pour convaincre un joueur de venir, c'est le centre d'entraînement et le stade. Oui. Ils jouent beaucoup là-dessus. Mais ça n'a rien à envier au club européen. C'est pas possible. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ah, Tu arrives, on te donne la clé de ta chambre. Mais ce n'est pas une clé d'une chambre de 4 étoiles, 3 étoiles. C'est 5 à 6 étoiles. C'est le top du C'est top. quand vous allez finir, il faut taffer FK Krasnodar, centre d'entraînement ou stadium. Le stade, il n'y a pas de panneau affiché. C'est à 360 degrés. C'est tout le mur du stade, en arrière, en haut, qui fait l'écran du truc. Ah ouais. C'est incroyable. Ah ouais, ça je savais pas, tu vois. Moi non plus, tu vois. C'est incroyable. Les vestiaires, tu arrives, c'est pas possible. Les logos du club sont dans les toilettes, collés au mur. C'est un autre niveau. Ils ont fait tous les détails, quoi. Oui, le crier-sauna, où tu rentres à moins 110 degrés, et les jets d'eau, les hammams, et puis c'est obligatoire de passer aux soins après tous les entraînements. Tu as ton carnet et tu signes dessus. Si tu as fini tout et quelqu'un est là pour te cocher. Cocher tout ce que tu fais. Donc là, en qualité de travail, c'était une super expérience. À tout moment, on pouvait manger. Il y a des cuisiniers, il y a 2 cuisiniers qui sont là, que tu peux commander ce que tu veux. Et on a des goûters on mange à 20h et à 22h, il y a les goûters. Obligatoire. Il y a les goûters. Tu manges. Et puis, tu peux habiter au centre d'entraînement. Comme si tu es à l'hôtel. C'est un autre niveau. Ouais, là, c'est même pas pour dire, pour vanter et tout. C'est un autre niveau. Oui. Je suis surpris quand même. Ouais, c'est étonnant. C'est bien de savoir ça. Mais je regarderai. Voilà. Ah oui. Ça, c'est le nouveau. Centre d'entraînement. Oui. Et le stade, montrer le stade. Ouais, je vais regarder. Mais attends, ça, c'est les bureaux? Oui, ça, c'est là où la première équipe est. C'est même pas l'académie. L'académie a encore, pour lui spécialement, où il y a tous les bureaux là-bas, à l'académie. Ils ont leur propre stade, l'académie. C'est quand même grandiose parce que... Mais non, mais c'est un autre niveau. Je pense qu'on ne s'imagine pas un petit peu c'est ce qu'il le peut stade. avoir. Voilà, c'est ça. Oui. C'est incroyable. On dirait une roue de bagnole. C'est incroyable. Une jante. Il contient combien de personnes? 20 000 personnes, non. Mais c'est pas grand. Parce que le président, il disait, si tu viens au stade, c'est comme si tu venais au cinéma. On ne siffle pas, on encourage. Donc quand tu viens t'asseoir, c'est comme si tu allais au cinéma pour supporter. Il faut que tu sois privilégié presque. Voilà. Ah ouais, bah ça, tu vois, on aura appris un truc. Ah ouais, ça... Donc après Krasnodar, tu finis ta campagne au Dynamo à Moscou. C'est un pays particulier, la Russie, c'est vaste déjà, etc. C'est quoi la chose la plus folle que tu as vue en Russie?
En Russie, c'est démesuré, non? C'est démesuré. La luxure, si tu veux, le luxe total, réellement pour moi. Donc pour les très riches, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je ne peux pas vous décrire. C'est incroyable. Parce que je me rappelle que, et même quand on partait en stage, les nounous qui gardent les enfants des familles est autorisé. Ah oui, donc tu pouvais... Donc quand on partait en stage, on pouvait ramener qui on voulait de la famille pendant le stage. Donc à l'hôtel, et ils mangeaient avec les joueurs. Ouais. Et on s'entraînait les matins, et les après-midi étaient libres pour la famille. Aller à la plage, piscine. Profiter des enfants. Voilà, profiter des enfants. C'est incroyable. Ah, tout pour le confort voilà, des joueurs. Tout pour le club prend tout en charge. Toi, tu donnes les noms simplement. Même l'avion, c'est l'avion affrété pour toute la famille. Ah oui. C'est une sacrée qualité de vie. C'est incroyable. Je comprends mieux Je peux même pas, c'est un autre niveau. Je comprends mieux pourquoi Eto'o a été là-bas aussi. Moi, je ne le dis pas parce que à refaire, je le referai encore, sans aucun regret. Mais c'est des bons moments pour toi. Voilà, j'étais surpris, mais quand j'ai vu les Hulk, les Vixel, j'ai dit, bon, ça ne peut pas être pire. Il faut découvrir quelque chose de nouveau. Il y avait Lorient, il y avait Saragosse. Entre Lorient et Saragosse, quitter l'OM et aller à Lorient sans manquer de respect aux supporters de Lorient. Et pour moi, ce n'était pas l'option. Et aller à Saragosse, une équipe qui joue le maintien. Et dans mon contrat, on m'envoie le contrat en plein Cannes, en me disant, ok, signe avant minuit. À 23 h, on m'envoie le contrat. Je dis, mais je ne peux pas signer. C'est quoi ça? Je ne comprends pas l'espagnol, c'était trop bizarre et tout. Et dans le close, j'avais un kiné qui parlait un peu espagnol, je lui enlève le contrat, je lui montre. Ils disent, dès que le club se maintient, l'option est automatique. J'ai resté là-bas. J'ai dit, je ne signe pas. Donc ils ont fait comme si c'était un retard de signature. À minuit, le transfert ne s'est pas passé parce que j'ai signé en retard. C'était pas ça, je n'ai pas signé du tout. Non. Au moins, j'ai choisi où je vais. Oui. Quitte à quitter l'OM. C'est ta carrière. Voilà. Au moins, je vais là où moi, je décide d'aller. Et j'ai décidé d'aller en Russie. Mais bien avant, 2 mois avant, il commençait à parler, mais je n'ai même pas pris ça comme option. Non. Parce que j'avais dit, bon, la Russie, non, j'exclus. Je ne vais pas aller là-bas parce que je suis bien à l'OM et tout. Et en ce moment, on était 2e du championnat. J'avais déjà joué plus de 17 ou 18 matchs titulaires. Pour moi, bon... La saison, j'allais terminer la saison et après on verra. C'était une surprise pour toi. Voilà, mais c'était une surprise en me disant, ok, on ne veut plus de toi. En disant, ok, bon, et tu as fait ton temps. C'est le moment de partir. Voilà, c'est le moment de partir. Mais partir comment? Pas comme ça, quoi. Voilà, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Souvent, il faut discuter simplement avec le joueur, je pense. Le voir en disant, ok, bon, et on choisit de prendre notre direction, ça peut arriver de prendre notre direction. Et tu n'es pas l'option. On a une autre option qu'on veut envisager. Maintenant, on va chercher un bon club. Ou bien, si ton agent peut te trouver un bon club. Ou toi, si nous, on a une option pour toi qu'on va te proposer, c'est de parler homme à homme. Voilà, tranquillement. Voilà, c'est clair et net. Oui, pas d'envoyer un truc à 23 h. Avec 23 h de signer, de trucs, on te chasse comme si tu n'avais servi à rien, comme si tu n'as jamais appartenu à la famille OM, en fait. C'est dommage. Toi, ça a été dur, ce départ-là. Ça t'a cassé un peu ton aventure avec l'OM, là, ce départ un peu brut. Bon, mais j'en voulais un peu au club, au début. J'en voulais vraiment au club. Parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. En plus, moi, je suis direct. Moi, j'aime pas tourner beaucoup autour. C'est l'OM, même, ça a été un rêve. Et j'ai passé beaucoup d'années, 6 ans. Il y a d'autres qui ont fait 6 mois. Il y a d'autres qui ont fait 1 an. Moi, 6 ans, c'était largement suffisant pour moi. Je n'allais pas rester 100 ans. Non, même si j'aurais voulu. Mais bon, je sais qu'à un moment, et ça finira par finir. Donc toujours. Et c'est la vie qui est comme ça. Voilà. Mais bon, partir sur une bonne note avec ton club de cœur. Et souvent, c'est bien aussi de garder des bons souvenirs de son club. Du coup, il a fallu quelques années. Il a fallu quelques années avant que mon cœur... Oui, maintenant, parce qu'au fur et à mesure des dirigeants aussi, et ceux qui sont assez intelligents pour impliquer, pour montrer, et parce que si je viens au stade,
on m'invite, on me montre de la valeur, te valorise. Un peu, te valorise, toi-même tu te sens important pour le club et tout. On respecte ton passage. Voilà, on respecte, et puis tout le personnel, je profite de l'occasion pour les remercier sincèrement, même le président actuel et tous ses collaborateurs. Il n'y a rien à dire, franchement, ils font du bon boulot et ils respectent les anciens. Et ça, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Ça, c'est une bonne chose. On va terminer sur deux petits trucs, sur plusieurs choses. Déjà, on a parlé de ta carrière de joueur. Bon, t'es passé par Niort, t'as fait un petit passage en France pour terminer. Mais je voulais parler aussi de ta carrière en équipe nationale. Parce que je crois que tu as 100 sélections quand même avec le Burkina. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir aussi avec la sélection? Parce que 100 sélections, c'est énorme. Oui, bon, chaque sélection, dans l'année, on jouait 4-5 matchs. Donc à maintenant, je pense que ça va plus vite. Si c'était maintenant, j'étais à 200 matchs, je pense. Parce que à notre époque, il n'y avait pas beaucoup de compétitions. Il y avait moins de matchs. Il y avait moins de matchs et le calendrier n'était pas assez chargé que maintenant. Maintenant, le bon souvenir en équipe nationale, il y en a eu tellement. Et bon, l'équipe nationale, c'était ma priorité quand même. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, rien ne passait. C'était le début du haut niveau. Voilà, rien ne passait devant le Burkina. Rien. J'avais mis le Burkina en premier et c'est ça qui m'a forgé c'est le caractère de vouloir jouer impérativement, parce que si tu ne joues pas, que tu arrives au pays, c'est compliqué. Vous savez, il y a des journalistes là-bas aussi, il y a des gens qui te suivent. Quand tu es sur le banc, ils sont dessus. Il y a 22 millions de personnes qui suivaient l'OM, qui regardaient à chaque fois que tu jouais, quand tu faisais un bon match et tout. Et si tu te retrouves sur le banc, c'est un peu difficile à vivre. Et donc ça m'a donné la force aussi de souvent aller demander, taper à la porte du coach. Et Deschamps, je me rappelle, je suis allé taper à la porte, j'ai dit bon, je joue moins, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc il y a un pays qui compte sur moi, donc je ne suis pas là pour signer les autographes, pour figurer. Si ce n'est pas ici, ça sera ailleurs. Le Burkina, c'est toujours resté ton moteur, quoi. Voilà, moteur, parce que ça m'a poussé vraiment. J'écoutais beaucoup ce qui se passait là-bas, que ce soit les critiques. C'est important de ne pas oublier d'où on vient. L'équipe nationale, j'ai supporté l'équipe nationale et j'ai été joueur de cette équipe. Donc c'est... Et capitaine. Voilà, capitaine. Donc c'est fort. Et Deschamps, il me dit, ok, regarde le calendrier. Je ne t'ai pas dit que tu vas jouer tous les matchs, mais tu vas jouer pratiquement beaucoup. Et on était en mi-saison et c'est cette année-là on a été champion. Et oui, il y a d'autres joueurs qui ont retrouvé du temps de jeu. Voilà, directement. Bon, ça m'a poussé, mais ça montre au coach aussi que je ne suis pas là pour figurer, à rigoler, arrêter sur le banc. Non, parce qu'il y avait Lens qui me voulait, il y avait Nancy. Donc j'étais prêt à aller en prêt. Le fait, c'est de jouer. Oui, c'est ça. Et voilà, moi je voulais jouer. Bah justement, jouer à un moment donné, ça s'arrête. On disait tout à l'heure, je disais c'est la petite mort du footballeur, tu disais non, c'est la grande mort. Ça a été compliqué, c'est toujours compliqué d'arrêter. Oui, trop dur, parce que bon, souvent tu n'arrêtes pas parce que toi tu veux. C'est ton tu corps. arrêtes parce qu'on ne te veut plus. Ouais. Ou que ton corps te dit stop. Non, parce qu'on ne te veut plus. Parce que les clubs qui appellent, vous allez souvent et on te dit 5 ans de contrat, tu dis non, c'est trop long, je veux 2 ans et demi, je veux 3 ans. Mais à la fin, même si on te dit 10, tu prends. C'est vrai. Donc, c'est incroyable comment c'est. À partir de 30 ans, tout commence un peu à s'écrouler. Et on commence à demander, oui, ton état de santé. Et il y a certains agents qui se permettent de t'appeler pour te remettre en cause. Oui, combien de matchs tu as joué la saison dernière? Est-ce que je peux avoir tes vidéos? Tu te dis, c'est pas toi. Quelqu'un qui jouait, tellement il y avait des agents qui appelaient pour tel club que tu négligeais. Maintenant, tu cherches ces clubs-là, même tu n'arrives pas à les avoir. C'est incroyable comment ça va vite, le football. Vite. Mais dans les deux Quand on sens. commence à te dire dans un club, tu es le plus expérimenté, tu es le papa des joueurs qui arrivent. Ouais. Là, tu te dis... Tu te rapproches d'une porte de sortie. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je pense qu'ils vont commencer à me mettre un petit coup de pied, je vais moins Et jouer. Le téléphone, tu commences à ouvrir les yeux sur ta vie et ton entourage carrément. Et tu vois qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas honnêtes.
et ça te met un coup encore au moral. Ça t'ouvre les yeux sur certaines choses. Oui, oui, parce que tu commences à ne plus avoir ce que tu avais. Les courtisans. Et oui, et les comptes en banque ne deviennent pas. Chaque mois, ça tombe et tu fais pas, parce que le mois prochain, ça va tomber. Et tu commences à vraiment regarder en profondeur certaines choses et tu vois que c'est pas clair. Tu comprends, ce joueur là-bas, il est jeune, il faut que tu le prennes sous ton aile. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, tu t'assois devant la télé, tu te poses des questions, personne t'appelle, et c'est dur. Et il faut prendre la décision. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, je pense que c'est dur. Mais toi, tu t'es posé des questions, mais aujourd'hui, tu es devenu ambassadeur des sports, parce que c'est pas que le football. Pour le Burkina Faso, on en parlait un petit peu tous les deux avant l'émission, c'est quelque chose qui a été réfléchi. C'est quoi qu'est-ce que ton pays attend de toi? C'est quoi ce rôle d'ambassadeur? Bon, déjà, je profite de l'occasion pour remercier le président qui a eu cette brillante idée. Parce qu'il faut l'assumer, il faut le faire. Parce qu'il y a tellement de joueurs, tellement de sportifs au Burkina qui ont fait briller le pays, que ce soit au Burkina Faso à l'international. Maintenant, que ce soit moi, c'est pour tous les sportifs, anciens ou nouveaux, et que je représente. Et que nous représentons, parce que je ne suis pas ma seule personne. Oui, c'est une équipe. C'est pour nous toutes, c'est une équipe. C'est pour tous les sportifs que le président valorise et nous donne le lien direct de pouvoir avoir un mot, souvent pour lui dire, ok, bon, ça sera pas mal, ça sera bien. Et pour ça, je suis reconnaissant de l'idée qu'il a eue, les autorités ont eu, de me nommer moi. Donc aujourd'hui, c'est plus dans la diplomatie sportive qu'on vise aujourd'hui à avoir les partenaires adaptés qui sont prêts à nous accompagner dans pratiquement tous les domaines sportifs. Et moi, j'aime beaucoup le sport. Le football, c'est vrai. Le football n'a pas besoin de beaucoup de commentaires, beaucoup de publicité, parce qu'elle est déjà grande. Et elle se fait sa publicité lui-même. C'est le résultat qui font la publicité, la télé. C'est pas Charles Caboret qui va changer le monde du football. Mais je peux influer et apporter dans d'autres domaines, comme le volleyball, le basketball, le karaté et le handball, parce que ces sports-là, il y a beaucoup de sportifs qui les pratiquent, mais qui ne sont pas reconnus. Et qui travaillent autant que les footballeurs. Voire plus que les footballeurs. Et ils ne sont pas reconnus. Ce sont ces gens-là qu'on doit valoriser et les donner de la force. Et ils doivent vivre de leur passion. Ça, c'est mon objectif. De viser que ces sportifs qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas reconnus alors qu'ils font un travail incroyable à l'ombre, c'est de les valoriser, de donner de la force pour pouvoir dire que derrière eux, les autorités, le président, ils pensent à eux et qu'ils sont importants pour le pays, parce que les médailles qu'on gagne le plus rapidement possible, c'est à travers l'athlétisme, le cyclisme, et le volleyball, le basketball. Le football, c'est dur, parce que il y a beaucoup de pays et ça, il n'y a pas de certitude. Aujourd'hui, tu peux être bon, demain être moyen, après demain être très très mauvais. Et d'une compétition à l'autre, c'est des montagnes russes. Donc c'est dans ça que moi aujourd'hui, je vais travailler à travers la diplomatie sportive et avoir des partenaires. Et je profite de l'occasion pour remercier l'OM pour l'invitation déjà, et l'échange que j'ai eu avec le président et puis le directeur par rapport à l'accompagnement, comment on peut faire pour s'accompagner mutuellement, parce que l'OM a beaucoup d'expérience et j'ai eu la chance d'avoir été un joueur de l'OM et pouvoir voir l'OM apporter sa pierre au sport burkinabé. Peut-être par le biais de la fondation. Voilà, par le biais de la fondation, même par le biais des formations des entraîneurs, et inviter quelques entraîneurs, les échanges d'expérience. Parce que l'OM a beaucoup d'expérience dans le domaine sportif. Mais bon, je suis reconnaissant à travers nos autorités qui ont cette vision-là de m'avoir nominé, mais je ne suis pas la seule personne. C'est tous les sportifs réunis qu'on doit se mettre main dans la main pour promouvoir le sport burkinabé en général, pour qu'on puisse faire briller le drapeau du Burkina
partout dans le monde. C'est un beau défi qu'il y a devant toi en tout cas. On te souhaite une belle réussite là-dedans. Et pour terminer, on avait un dernier petit message pour toi. Ryan, est-ce que tu as ça en stock? Surprise, surprise. C'est parti. Charles, mon frère, je t'embrasse, mais j'ai une question là qui me trotte dans la tête. Est-ce que tu as pu acheter Ouaga 2000? Parce que Ouaga 2000, c'était ton grand projet quand tu étais à Marseille. Tiens-moi au courant, mon frère. Je t'embrasse. Le Muse. Ouaga 2000, est-ce que tu as acheté Ouaga 2000? Bon, je suis sur une bonne voie. Le Muse, Ouaga 2000, c'est l'un des quartiers les plus huppés du Burkina Faso. Et quand on était ensemble, il se rappelle, hein, Muse, depuis tout ce temps. Il était avec nous, ça. Oh, c'est incroyable. Qui c'est quand même Muse. Tout le monde ne le connaît pas. Jean-Charles. Pardon? On va expliquer qui est Museau. Alors, Museau, c'est bien sûr, nous on dit Museau parce que c'est plus de l'amitié entre nous, voilà, les surnoms. C'est Alain Soultanian, c'est le kiné mythique de l'Olympique de Marseille qui a tout connu, qui a connu la descente de notre génération, qui a connu la remontée de notre génération, qui a connu le titre de champion de France et le doublé en 89, qui a connu, il a vu passer tout le monde. La finale 91 perdue à Bari et qui a connu le titre de champion d'Europe en 93. Donc c'est pour cela qu'on dit que 38 ans de club. Ah, voilà. 38 ans de club Museau, comme on l'appelle nous, Alain Soultanian, qui a eu dans ses mains tous ces joueurs, et notamment Charles, moi et tant d'autres, qui sont passés sous ces massages. Et il se souvient que c'était ton objectif en fait. Oui, Muse, incroyable. Qu'est-ce qu'on rigolait. Ce que tu voulais acheter, c'était quoi? C'était d'acheter un appartement à la base? Non, ou c'était après d'acheter le quartier carrément? Acheter tout le Burkina. C'était l'objectif. Non mais qu'est-ce qu'on rigolait. C'était bien d'être dans les vestiaires, c'était bien d'aller dans la salle de kiné. Et c'était l'OM quoi. C'est des bons souvenirs ça. C'est les meilleurs souvenirs. Même quel qu'en soit le problème que tu avais, dès que tu arrivais dans les vestiaires, tu oubliais tout parce que les gars ils vont te chambrer Rod Fanny, saouler. Et un jour je me rappelle, il y a eu le changement d'heure. Mais dans la nuit avant de dormir, j'ai changé l'heure. Et dans la nuit, l'air s'est changé automatiquement. Tu as changé ton fois en fait. Et d'habitude, quand je me réveille, je sens que j'ai pas trop bien dormi. Et ce jour-là, j'étais trop bien. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et je regarde mon téléphone, 20 appels en absence. Oh putain. Mandanda m'a appelé. Et tout le monde, Mich m'a appelé, tout le monde. Chatron, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je me réveille comme ça, je commence à crier. Je me suis habillé vite, j'ai pris la route. J'ai même pas feu rouge, vert, j'ai tout brûlé. Je suis arrivé à la commanderie. Et dès que je suis arrivé dans le vestiaire, ils ont commencé à... Rod a mis le son. Premier Gaou n'est pas Gaou. Et ils ont commencé à tous danser. Ils étaient prêts, ils attendaient. Ouais, ils étaient prêts. Parce que c'était la main directe. J'ai dit, les gars, désolé, j'ai changé les 2 fois. Et Deschamps, à grande classe. Il me voit, il me dit, ok, tu n'es jamais en retard. C'est la première fois que tu es en retard. Mais cette fois-ci, tu ne payes pas la manne. Ah, grand seigneur. Il m'a fait pas... Et je n'ai pas payé la manne. Oui, parce que c'était pas dans tes habitudes. La manne, ça chiffrait. Oui, ça chiffrait beaucoup. C'était à la minute. Et puis toi, tu n'étais pas en retard, mais il devait y en avoir d'autres qui devaient être habitués. Oh là, il y en a tellement. Il y a d'autres même qui venaient en retard pour dire que je dors 20 minutes de plus. Je sais tant que je vais payer. Tant que c'est les 20 minutes, je m'en fous, je paye. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé parce que le coach, lui-même, il a intervenu à ma place. Il dit non, Charles ne payera pas parce qu'il n'est jamais en retard. Voilà. C'est un cas exceptionnel. C'est la récompense d'avoir été ponctuel. Voilà, sérieux. Voilà, je suis 10 minutes en avance ou 20 minutes en avance à chaque fois. Si j'ai un rendez-vous, je fais tout pour respecter le temps parce que les gens ne doivent pas venir t'attendre. Toi, tu dois aller attendre les gens. Ça, c'est respectueux. Ça, c'est la bonne éducation aussi. Bon, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. C'est l'excellence maintenant. L'excellence. Avant l'ambassadeur. Parce que vous le savez, souvent, les footballeurs, il y en a beaucoup. Les anciens footballeurs, il y en a. Les anciens capitaines, il y en a. Les légendes, ça existe. Mais ambassadeur, c'est fort quand même. Oui, c'est pour parce ça. que c'est une reconnaissance. Je me sens utile. Et je me sens vivant.
te donne un second souffle. Voilà, vivant. Non, vivant, parce que vivant déjà. Parce que quand tu marches, tu te sens utile. Tu as un objectif, tu as un but, il y a une considération. Et je peux que remercier le président, capitaine Ibrahim Traoré, qui a eu cette idée, et cette intelligence, et cette sagesse de m'avoir nominé, parce que je suis vraiment reconnaissant. Vraiment, vraiment reconnaissant. Bon, ben c'est parfait. On te souhaite le meilleur, en tout cas, votre excellence. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Jean-Charles. Merci et pour à très bientôt. Ouais. À très bientôt avec d'autres invités. Là, quand même, en ce moment, c'est régalade. Hein. Merci Charles, c'était un très très bon moment. Plaisir. Merci, au revoir. Ciao, ciao.